Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien commun podcast, un podcast où est-ce qu'on se pose différentes questions sur des enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on était avec Valérie Tremblay, une chargée de projet chez Équiterre, et on a discuté avec elle des véhicules électriques en fait. Donc on voulait avoir une meilleure vue globale de différents aspects des véhicules électriques. Et elle a très bien su répondre à nos questions. Donc, vous allez avoir la chance de connaître ces réponses-là dans notre épisode. Ouais. Eric, je te laisse faire un petit topo des points entrevue. qu'on a abordés. Oui, exact. Merci, Eric. Ben, c'est ça, écoute, avec Valérie, comment je voyais ça, personnellement, cet épisode-là, c'était un peu comme je me mettais dans la peau de si je voulais acquérir un véhicule électrique, quelles sont les questions ou les sujets par rapport auxquels, justement, j'avais certains questionnements. Fait qu'on a essayé, justement, de passer une liste assez exhaustive de questions dans cet épisode-là qu'on avait pour elle. Fait que, tu sais, notamment, on a traité de l'autonomie des véhicules électriques. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça ressemble à quoi le prix? On entend beaucoup parler, tu sais, règle générale, que les véhicules électriques, c'est plus dispendieux qu'un véhicule à essence. Est-ce que c'est vrai? Si oui, dans quelle mesure? Puis aussi, niveau sécuritaire, tu sais, je sais pas, on a parlé durant l'épisode aussi de batteries qui prennent en feu. On a appris notamment que c'était un cas, justement, de défaut de fabrication. Fait qu'ultimement, les véhicules électriques, c'est aussi sécuritaire, voire plus qu'un véhicule à essence. Ouais. C'était bien intéressant. Là, on a une belle vue globale. Puis justement, pour quelqu'un qui désire s'acheter un véhicule électrique dans les prochaines années, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes à poser puis pour lesquelles avoir des réponses. Ouais. Ben bref, si vous magasinez un véhicule électrique, que ce soit présentement ou dans le futur, écoutez ou réécoutez cet épisode-là. Je pense que ça va être super pertinent. Ouais. Puis on a aussi appris qu'il y avait certains outils là, en ligne pour nous guider dans cette décision-là. Ouais. Donc, bonne écoute tout le monde. Bonne écoute. Rebonjour Valérie Tremblay, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Yes. Oui, ça va bien. Donc là, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour l'épisode de mobilité durable. Ouais. Là, aujourd'hui, on se rencontre pour parler plus des véhicules électriques. Oui, justement, le A dans l'approche RTA de la mobilité durable, donc améliorer les systèmes de transport comme l'électrification. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez visionner notre épisode sur la mobilité durable. Donc là, bon, on s'est déjà rencontrés, mais pour ceux qui commencent à écouter l'épisode ou qui n'ont pas écouté celui sur la mobilité durable, tu peux peut-être commencer par te réintroduire. Oui, donc Valérie Tremblay, ça fait 3 ans que je travaille chez Équiterre, d'abord comme conseillère, puis ensuite comme chargée de projet en mobilité durable. Au cours de ces années-là, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers qui vont de l'électrification des transports à la hausse des camions légers jusqu'à aujourd'hui travailler sur l'encadrement de la publicité automobile. Niveau parcours académique, j'ai une maîtrise en environnement et développement durable de l'Université de Montréal, puis je me suis spécialisée en enjeux sociaux et de gouvernance. Donc, le sujet des véhicules électriques, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé chez Équiterre, mais aussi lors de ma maîtrise. Donc, j'ai fait mon rapport de fin de maîtrise sur la place de l'électrification des véhicules légers dans l'atteinte d'une mobilité durable au Québec. Donc, j'ai un peu évalué pourquoi le Québec mise autant sur l'électrification des véhicules, c'est quoi les avantages, mais aussi c'est quoi certains des inconvénients, donc d'une perspective d'accessibilité et de durabilité environnementale. Donc, je pense que tu es très bien placé pour répondre à nos nombreuses questions sur ce sujet aujourd'hui. Eric, je te laisse ouvrir la balle. Yes, merci Eric. Ben c'est ça, moi je serais curieux de comprendre là, d'entrée de jeu, tu sais, pourquoi le véhicule électrique dont on entend énormément parler justement dernièrement depuis les dernières années, ben pourquoi d'un point de vue environnemental, le véhicule électrique est justement plus intéressant que le véhicule à essence? Il faut savoir que le transport routier, c'est la principale source d'émissions de GES au Québec. Il représente 34% du total des émissions de GES du Québec. Okay. Donc, le transport routier représente 34% des émissions totales du Québec, mais il va représenter 80% des émissions du secteur du transport. Le secteur du transport étant le secteur qui pollue le plus au Québec et dont les émissions n'ont pas diminué au cours des dernières années. Puis, de ce nombre-là, mais c'est 63% des émissions de GES du transport routier qui proviennent de nos véhicules personnels. Okay. Donc, il faut vraiment agir pour diminuer nos émissions dans ce secteur. Puis au Québec, on a l'avantage que 99% de notre électricité provient de sources renouvelables. Donc, pourquoi pas le mettre à profit dans notre transition du transport routier. Fait que c'est le fait de substituer justement l'utilisation de l'essence par l'entremise du ciel avec la combustion et des GES qui sont émis. On le substitue ça par l'électricité qui, elle, n'émet pas de GES, dans le fond. Exactement. Okay. Super. Fait qu'au niveau de la combustion du carburant, c'est avantageux.
Si on regarde sur toute la durée de vie de l'auto, parce que là, on le sait, il y a les batteries, puis là, les batteries, ça nécessite différents minerais. Ça, c'est associé à des émissions aussi de gaz à effet de serre. Fait que quand on regarde sur toute la durée de vie de l'automobile, est-ce que c'est toujours plus vert d'avoir un automobile électrique ou est-ce que l'automobile à gaz serait comparable? Ça ressemble à quoi? C'est une excellente question. C'est sûr que le Québec, comme je disais, a une situation un peu différente du reste du monde, qu'on pourrait dire, ayant son électricité qui vient presque de 100% de sources renouvelables. C'est assez différent pour les autres juridictions. Donc, au Québec, oui. Dans le reste du monde, oui, mais ça dépend. Donc, de manière générale, les études d'analyse de cycle de vie vont nous dire que les impacts environnementaux liés aux véhicules électriques vont être moins importants que ceux du véhicule à essence. Donc, on voit ça à l'échelle mondiale. Donc, même dans les régions où les réseaux électriques sont alimentés par des combustibles fossiles, les véhicules électriques vont générer moins d'émissions au long de leur cycle de vie que les véhicules à essence parce que vraiment, la plupart de leur pollution provient de la combustion. Mais comme vous l'avez bien dit, ça exclut pas le fait que lorsqu'on compare vraiment véhicules à essence, véhicules électriques, strictement au niveau de l'exploitation minière, de la fabrication des batteries, ben là, il y a un point pour les véhicules à essence. Les véhicules électriques, en effet, consomment beaucoup de ressources, des ressources qui sont pas disponibles de manière infinie. Ouais. Donc, il faut en tenir compte. Puis c'est sûr, ben dans tous les cas, on n'est pas obligé d'avoir un véhicule. Donc, à la base. C'est ça, à la base, on n'est pas obligé. Donc, c'est sûr que si on n'en a pas besoin, ben la meilleure option d'un point de vue environnemental, ben c'est de ne pas avoir de véhicule. Mais si on revient vraiment dans un contexte où on en a besoin, ben le véhicule électrique va rester la meilleure option puisqu'il émet aucun GS à l'utilisation. Puis on est au Québec, donc on peut vraiment se permettre cette option. Okay. Puis là, on parlait de la batterie. On a-tu une idée en ce moment? Est-ce que les batteries se recyclent? Ça ressemble à quoi là en ce moment? J'ai comme pas de vraie visibilité là-dessus. Oui, il y a un certain mythe autour de la réutilisation des batteries. On a comme l'impression que les batteries vont se ramasser enfouies dans un site d'enfouissement. Mais dans les faits, la valeur du véhicule électrique vient vraiment de sa batterie. La batterie vaut extrêmement cher. Donc, à la fin du cycle de vie d'un véhicule électrique, sa batterie ne va pas être envoyée à un site d'enfouissement. Il y a plusieurs étapes qui vont être mises en place avant. Donc, on peut la remettre à neuf pour sa réutilisation dans un autre véhicule. On peut la réutiliser pour d'autres usages, donc notamment pour emmagasiner de l'électricité, de l'énergie, puis servir lors de panne. Puis sinon, la dernière étape, vraiment, c'est de la démanteler. Donc, il y a différentes composants dans la batterie qui peuvent être encore utilisés. Puis, il y a plusieurs métaux assez chers et critiques qui peuvent être réutilisés et les recycler. Est-ce que ça se fait, ça, actuellement? Oui, on peut le faire, ça pourrait être avantageux, mais concrètement, est-ce que c'est fait en ce moment ou on n'est pas encore rendu là? Au Québec, on a la chance d'avoir des compagnies qui permettent ça. Donc, au Québec, on voit que quand la batterie est à la fin de sa vie utile, on peut récupérer, recycler jusqu'à 95% de ces matériaux. Donc, des matériaux comme le lithium, le nickel, qui peuvent être récupérés. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à la fin de vie d'un véhicule électrique. C'est intéressant parce que, tu sais, personnellement, ce que j'avais entendu, puis ça, au fil du temps, c'est justement que les batteries nécessitent des minéraux, je pense critiques, qui appellent en tout cas des ressources minières dans une certaine, dans la démesure, bref, là. Fait que c'est intéressant de savoir que, peut-être que justement, les émissions liées à l'extraction première de ces ressources-là, mais au moins, on les réutilise une fois qu'elles sont extraites. Fait que c'est cool de savoir ça, là. Puis moi, j'avais une question il y a quelques années, peut-être plus, là, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas au courant des nouvelles, mais tu sais, on parlait beaucoup de véhicules à hydrogène. Puis moi, dans ma tête, je trouvais que ça semblait une solution viable. Pourquoi les véhicules à hydrogène ont été mis de côté au profit des véhicules électriques? C'est vraiment deux facteurs. Une question d'argent. Avoir une station de service de ravitaillement en hydrogène, une station peut coûter des millions de dollars. C'est pour ça qu'il y en a seulement deux au travers du Québec. Donc, il y a ça. Puis, le deuxième aspect, c'est au niveau des ressources qui sont nécessaires. C'est beaucoup moins efficace énergétiquement un véhicule qui combustit à base d'hydrogène. Donc, ça va prendre 3 fois... l'électricité nécessaire pour produire l'hydrogène, on peut parcourir jusqu'à 3 fois plus de kilomètres en voiture électrique. Voilà. Il y a également le fait que c'est une technologie assez peu développée.
ça va coûter 3 fois plus cher au minimum, puis il y a seulement 1% de l'hydrogène qui est produit au Québec en ce moment qui est vert. Le reste, le reste des autres types d'hydrogène, c'est surtout des hydrogènes gris qui va être produit à partir de combustibles fossiles. C'est ça. Fait, hydrogène vert, c'est produit à l'aide de sources, justement, qui émettent pas de GES. Ouais, l'hydrogène gris, c'est produit à partir d'énergie fossile. C'est ça. Il y a même l'hydrogène bleu, si je ne me trompe pas, qui lui va être produit 100% à partir de l'eau. Donc, il y a différents types d'hydrogène, mais vraiment, l'hydrogène vert, je pense que ça peut être une option à considérer lorsqu'on parle de plus gros véhicules qui prennent beaucoup de temps à recharger, donc des gros camions de marchandises. Mais même là, la technologie est très peu développée et elle coûte encore très cher. Puis aussi, si je peux faire du chemin un peu là-dessus, la molécule d'hydrogène est vraiment petite, ce qui rend son stockage vraiment complexe. Ça a tendance à fuir, même dans un réservoir. Là, okay. L'hydrogène peut fuir. Donc là, le stockage de ça, c'est vraiment compliqué. Puis deuxième facteur aussi, c'est très inflammable. Fait que si jamais il y a un accident, puis qu'il y a une étincelle ou quoi que ce soit, ça peut devenir une bombe assez rapidement. Chose à éviter si on est sur la route. Pas très plaisant. C'est ça. Ça rend le tout plus complexe. En gros, c'est vraiment, là, ce que je comprends, la production en elle-même de l'hydrogène nécessite des quantités d'énergie démesurées. Oui. OK. Bon. Puis sinon, tu sais, moi, je me demandais, les véhicules électriques, dans ma tête, c'est plus cher, mais est-ce que quand on regarde sur toute sa durée de vie, avec les coûts d'entretien, justement les économies au niveau du combustible, tout ça, est-ce que c'est vraiment plus cher qu'un véhicule à essence ou c'est comparable? C'est-tu moins cher à la limite? On a-tu des données là-dessus? C'est assez comparable. Dans certains cas, ça peut être moins cher. Donc, c'est sûr, on ne va pas se mentir, à l'achat, un véhicule électrique est beaucoup plus cher qu'un véhicule à essence. C'est encore le cas aujourd'hui. Par contre, comme tu dis, quand on prend en compte les coûts d'utilisation, donc les coûts d'essence, les coûts d'entretien également, ça va revenir moins cher. Donc, un véhicule rechargeable peut être de 10% à 20% moins cher qu'un véhicule à essence. Donc, c'est pas une si grosse différence, mais ça peut quand même le faire sur le portefeuille à tous les mois. Il y a des subventions aussi, ça on pourrait y revenir tantôt, mais il y a des subventions qui rentrent en ligne de compte aussi. Exactement. Donc, tu sais, une économie qui peut-être des fois peut être difficile à comparer, c'est vraiment au niveau de l'essence versus l'électricité. Ouais. Mettons, on veut conduire 100 km, ça va coûter 2 $ en électricité versus 16 $ pour une voiture à essence. Ah ouais. Ouais, donc un véhicule. Plus. Exactement. Pour un véhicule, mettons qu'il y a une consommation moyenne de 9,3 là, donc quand même un gros véhicule. Tu sais, je pense que comme n'importe quoi aussi, avec les économies d'échelle, plus il va se produire de véhicules électriques, ben plus le prix va tendre à diminuer. Tu sais, moi, je sais que Tesla procède à des diminutions de prix sans cesse. Fait que, tu sais, tranquillement, justement, oui, je pense que c'est ça pour le consommateur. Puis, tu sais, moi, le premier, si tu veux acheter un véhicule électrique, ce que je vois, c'est le surcoût à l'achat. Exactement. Il faut que tu le regardes dans le temps, justement, avec l'essence que tu vas épargner, peut-être les coûts d'entretien. Ben là, tu te rends compte que c'est pas réellement plus cher. Puis, dans quel horizon on peut voir ces gains-là? Tu sais, tu me dis que c'est peut-être 10 à 20% moins dispendieux, mais ça va prendre combien de temps avant que je le perçoive? Ça, on le sait-tu? Ben c'est sûr que les coûts d'utilisation d'entretien, ben ça peut être sur une base annuelle. Une donnée que j'ai notamment, c'est que, surtout, il faut savoir qu'au Québec, c'est encore moins cher étant donné le prix de l'électricité qui est bas. Mais mettons, sur une période de 10 ans, les véhicules vont revenir jusqu'à 47% moins cher que les véhicules à essence. Ça va être sans même compter les rabais gouvernementaux qui s'appliquent. On peut se dire qu'au bout de 10 ans, c'est quasiment 50% moins cher. À cause, justement, que c'est pas de l'essence qu'on met, c'est l'électricité étant moins chère. Exactement. Puis également, si on prend en revenir un peu au niveau des pièces, c'est pas les mêmes pièces. Donc, c'est des pièces, il y en a moins, ils coûtent moins cher à entretenir aussi. Je suis curieux, si on y va. Mettons, c'est ça, les coûts d'entretien pour un véhicule électrique, ça a été démontré que ça coûte moins cher qu'un véhicule à essence? C'est ça. Donc, les frais d'entretien peuvent être jusqu'à 50% inférieurs au prix d'entretien d'une voiture à essence. C'est vraiment parce que la voiture électrique a moins de composantes à entretenir. Il va y avoir moins de pièces mobiles, ce qui réduit le nombre de réparations. Donc, on sait qu'il y a à peu près 2000 pièces de plus dans un moteur thermique contre seulement 50 pièces dans celui d'un véhicule électrique. Puis donc, il n'y a pas non plus de besoin d'aller au garage pour changement d'huile.
Un véhicule électrique n'aura pas de courroie, n'aura pas de bougie, de filtre, de pot d'échappement, de liquide de refroidissement. Donc, des choses qu'on doit souvent refaire annuellement si c'est pas plus souvent avec un véhicule à essence. Ben, c'est cool ça, parce que moi, mon changement d'huile, là, quand il me coûte une centaine de piastres, là, en tout cas, je sais pas si c'est mon garagiste, là, mais... L'entretien général d'un véhicule coûte assez cher, fait que si on peut le diminuer de 50%, tu sauves du temps pour aller au garage, puis justement, ça c'est de l'argent que tu peux mettre ailleurs, c'est ça. Puis moi, j'avais une question aussi quand j'en parle dans mon entourage, puis moi-même, je me posais la question. Souvent, on entend qu'une batterie de véhicule électrique, on va dire, je sais pas, quelques années, il va falloir que je la change. Fait que, OK, c'est bien beau, tu me dis, ultimement, mon char électrique coûte moins cher. Mais non, c'est pas vrai, parce que là, il va falloir que je change ma batterie dans 5 ou 10 ans, puis ça va me coûter, genre, le prix d'un nouveau véhicule. Bref. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai? C'est sûr qu'une batterie d'un véhicule électrique, comme n'importe quelle batterie, va se dégrader, mais il faut dire que c'est quand même très lentement. Puis c'est rare qu'elle a besoin d'être remplacée, surtout pas au bout de 5 ans. Okay. Même qu'une batterie peut durer plus longtemps que la vie du véhicule en soi. Donc, elle se dégrade au fil du temps, mais pas aussi rapidement qu'on pourrait le penser. Donc, la plupart des batteries de véhicules électriques vont conserver plus de 80% de leur capacité d'origine après 8 ans. Puis, la plupart des manufacturiers offrent une garantie de 8 ans sur les batteries. Donc, on a vu des chiffres récents nous ont montré que sur 15 000 véhicules électriques, seulement 1,5% ont nécessité un remplacement de leur batterie. Puis la plupart ont eu lieu sous la garantie. OK. C'est quand même intéressant de c'est savoir rassurant. ça. C'est rassurant, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ça serait bien que ça soit le cas pour les téléphones cellulaires aussi, par exemple. Ouais, c'est ça. Admettons. Espérons que la loi 29 arrive bientôt. Peut-être que ça pourrait aider. Sinon, au niveau de l'autonomie du véhicule, moi j'ai entendu plein d'histoires dans les dernières années comme quoi les autonomies étaient vraiment faibles, puis là l'hiver c'est encore pire, c'est difficile de se déplacer, faire des longs voyages avec ça. Ça ressemble à quoi maintenant une autonomie d'un véhicule électrique? Ouais, en moyenne, ouais. Mais il faut savoir que le déplacement, si on parle de déplacement quotidien, les gens font pas des si longues distances que ça. C'est à peu près 60 km par jour qu'on parcourt. Okay. Tous les véhicules électriques sur le marché sont capables de vous fournir plus que 60 km. En fait, l'autonomie moyenne des véhicules 100% électriques dépasse déjà 450 km. Okay, donc, c'est beaucoup plus long que la distance Montréal-Québec ou Montréal-Gatineau. Donc, en fait, c'est quasiment le double de cette distance-là. Puis donc, les véhicules entièrement électriques, ça peut même aller jusqu'à 100 km, même, ça dépend vraiment de la batterie. Ça peut un peu diminuer pour les véhicules hybrides rechargeables, mais là, dans ce cas-là, on a un deuxième moteur, donc un moteur technique qui peut embarquer. Donc, je pense dans tous les cas, même si on parle de voyages plus longs, c'est toujours une question de planifier. Donc, planifier sa recharge, planifier ses déplacements, c'est pas plus sorcier que ça, là, finalement, là. Puis y en a-tu des bornes? Mettons, c'est bien beau planifier, mais si moi je vais aller, par exemple, je sais pas, en Gaspésie ou aller sur la Côte-Nord, est-ce que ça se fait? Ça ressemble à quoi en ce moment, la distribution des bornes au Québec? De base, quand on fait de longs voyages, que ce soit en véhicule à essence ou électrique, c'est très rare qu'on fait pas une pause ou deux. Puis souvent, ces endroits-là qu'on fait des pauses, donc des stations-service, des stations de ravitaillement, il y a souvent des bornes de recharge qui vont être là. Donc, c'est des moments où on peut se recharger. Puis le réseau de recharge québécois est assez généreux au niveau des bornes. On compte à peu près 10 000 bornes de recharge publique à travers le Québec. Puis à peu près 1200 en tant que c'est des bornes rapides, donc qui permettent de se recharger plus rapidement lorsqu'on est pressé. Donc, c'est pas un souci. Vraiment. Par contre, il faut apporter la nuance que, oui, il y a des bornes partout. Est-ce que c'est seulement une borne qu'on va retrouver? Est-ce que la borne, on va arriver là, puis la borne est déjà occupée ou que la borne est brisée? C'est quand même des enjeux qui peuvent arriver encore. Donc, c'est pour ça que le Québec peut toujours faire mieux pour l'expansion de son réseau de bornes publiques. Mais comment je vois ça, c'est qu'il faut juste comme changer nos habitudes. On est habitué depuis des dizaines d'années d'aller au poste d'essence, remplir notre voiture, mais là, c'est juste,
tranquillement, on va s'habituer, on va savoir les principales bornes dont on a besoin sont localisées où, puis on va s'habituer. Peut-être ça va me prendre 15 minutes de faire une petite charge pour ma voiture. Fait que, comment je le vois, c'est juste de revoir nos habitudes puis s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et il faut que les infrastructures soient mises en place aussi. Là. Exact, mais tu sais, de ce que j'en comprends quand même, tu sais, il y a moyen justement de savoir, je suppose qu'on peut le savoir avec des sites internet quelconques, où est-ce que sont localisées ces différentes bornes-là, planifier nos déplacements? Oui, il y a le réseau de recharge publique, soit circuit électrique ou Charge Hub, qui nous permettent vraiment de nous dire où sont les différentes stations de bornes. Mais il faut savoir qu'à la base, près de 80% des recharges ont lieu à la maison. Ouais. Donc, pour les personnes qui ont le privilège, le luxe d'avoir une borne à la maison, souvent, si tu pars puis que ton véhicule est déjà à pleine autonomie à 450 km, ça va prendre longtemps avant que tu dois t'arrêter à nouveau. Ouais. Parce que... Ouais, c'est ça. Il te faut la borne à la maison. Tu n'arrives pas puis tu te plugues dans une prise 120 volts. Là. Il te faut vraiment une borne de mise en place chez toi pour que tu puisses recharger ton véhicule. OK. Puis ça, c'est-tu difficile d'accès, ces bornes-là? Mettons, est-ce que tout le monde peut en avoir? Ça ressemble à quoi? Ça dépend quel genre d'habitation qu'on a. Donc, c'est sûr qu'une maison traditionnelle, une familiale, tu es propriétaire de ta maison, tu fais toi-même les démarches auprès du gouvernement pour obtenir une subvention. On peut revenir un peu plus tard à quel type de subventions sont disponibles. Après, lorsqu'on est propriétaire d'un logement ou un condo, c'est aussi possible. Les subventions sont applicables. C'est sûr que là, les coûts vont être différents vu qu'on parle d'un multilogement. Ouais. Là où ça va être un peu plus difficile, c'est lorsque tu es locataire, parce que la décision, ultimement, va revenir au propriétaire. C'est ton propriétaire qui doit faire les démarches pour obtenir la subvention, pour faire installer la borne. Donc, c'est possible, mais il peut y avoir différents défis selon la situation de la personne. Ça. Mais il s'agit de le demander. Puis, le propriétaire, au fur et à mesure qu'il va y avoir des demandes de ses locataires, il va tendre à vouloir le faire. Exactement. Le marché va l'exiger, ses locataires vont l'exiger. Toi, Eric, tu n'avais pas demandé? C'est ça. Ben, c'est ça. Tranquillement, je regarde pour peut-être changer de véhicule. Puis je me suis informé, sachant justement que c'est un enjeu. Là. Si moi, je peux pas me recharger à mon domicile, c'est pas super intéressant. Puis mettons, moi, c'est ça. J'ai su qu'il y avait, mettons, peut-être un 6 bornes dans le multilogement où je veux déménager. Puis eux, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils chargent un tarif fixe mensuellement. Moi, c'est ça. Je me suis quand même fait dire que c'était une cinquantaine de dollars. C'est quand même pas rien, là, parce que quand on parlait que les économies se font beaucoup sur le prix d'électricité, ça me semble relativement cher. Mais en tout cas, ça reste que, il y a la possibilité où je vais emménager de justement avoir une borne de disponible pour recharger mon véhicule. Puis c'est ça. Tranquillement, je suppose, plus avoir des véhicules électriques, plus les propriétaires des meubles vont vouloir électrifier plusieurs de leurs causes de stationnement. Ça va être tout en leur intérêt. Là. Ça va peut-être donner un prérequis même. Là. Si tu veux avoir des locataires, il faut que tu aies des bornes pour recharger leur véhicule. En effet, oui. Puis moi, j'avais une question. On est au Québec. Au Québec, l'hiver arrive des fois. Puis le froid vient avec. Puis quel est l'impact du froid, l'hiver? Bref, comment ça affecte l'autonomie des véhicules électriques? Dans quelle mesure ça va l'affecter? C'est sûr, un peu de la même manière que les véhicules à essence. Donc, plus qu'il fait froid, plus que notre véhicule consomme l'énergie pour se garder au chaud. Ouais. Dans le cas des véhicules électriques, c'est un peu la même chose. Donc, l'efficacité de notre batterie va diminuer, c'est sûr. C'est notamment dû à la densité plus élevée de l'air froid. Donc, on peut parler d'une diminution de 10 à 40 %. Donc, plus il fait froid, plus l'autonomie va être affectée. Donc, il faut tenir compte de ça. Une fois encore, c'est une question de planification de sa recharge. Donc, on peut justement faire en sorte de programmer sa recharge. Comme ça, quand on part le matin, notre véhicule est déjà chargé. Ouais. Puis, elle peut aussi varier selon les saisons. Donc, c'est pas juste l'hiver, ça peut être l'été quand on utilise l'air climatisé. Ça peut avoir un effet. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir un effet sur notre efficacité énergétique, mais c'est la même chose pour les véhicules à essence. C'est ça. Puis je pense que c'est bon de ramener ce que tu as dit tantôt. Le besoin en déplacement quotidien de la moyenne des gens, c'est une soixantaine de kilomètres, je pense. Quand même que le 450 km est coupé en deux. Dans la majorité de tes déplacements, ça va satisfaire tes besoins, tu sais. Exactement. Ouais. Puis sinon, tu sais, là, on le sait, là, en ce moment, il y a une... En tout cas, on tend vers une pénurie de l'électricité, là, avec toute la transition énergétique. Donc, on peut s'attendre, j'imagine, à une hausse de l'électricité, à une hausse du coût de l'électricité, du prix de l'électricité. Est-ce que ça, c'est quelque chose à envisager? C'est-tu considéré dans les calculs?
C'est sûr que peut-être que les économies pour le véhicule électrique en soi vont être un peu moins grandes avec un coût d'électricité qui augmente. Mais ça reste que si le coût de l'électricité augmente, bien, le coût de l'essence lui aussi continue d'augmenter. Puis déjà, en ce moment, bien, le coût d'essence part de plus élevé. Donc, je pense que même si le coût de le coût de l'électricité est appelé à augmenter, comparativement à l'essence, on continue de faire des économies malgré ça. Là. Tu sais, ce qui est pas pire, on avait parlé dans notre épisode sur l'efficacité énergétique, je pense. Là. Mais tu sais, c'est fou. Tu sais, nous, on le prend pour acquis, mais au Québec, particulièrement, notre électricité est extrêmement abordable comparé à ailleurs dans le monde. Là. Fait que tu sais, c'est justement c'est le moment où on est bien placé géographiquement pour justement en profiter parce que c'est pas partout. Ouais, ça vaut la peine. Parce que c'est autant accessible. Là. En ce moment, on pourrait même dire que rouler électrique, c'est 8 fois moins cher que rouler à essence. Donc, même si le coût de l'électricité pourrait augmenter, on est quand même loin de... Ouais. OK. Puis sinon, si on revient à la recharge, là, on peut recharger chez nous, on peut recharger dans des stations, dans des bornes de recharge. C'est combien de temps recharger un véhicule électrique? C'est-tu des heures? C'est-tu des minutes? Je pense que ça dépend de la borne qu'on utilise, là, mais ça ressemble à quoi en termes de durée? Oui, j'ai aussi pas mentionné exactement c'est quoi le coût moyen que va coûter électrique. Okay, je peux le mentionner tant qu'en parler de recharge. Disons, pour un 100 km parcouru, rouler électrique en ce moment va nous coûter autour de 2 $. Puis même si on augmentait 3 % le prix de l'électricité, c'est à peu près 6 cents sur 100 km. Donc, 3 %, ce qui est relativement réaliste, est encore très peu. Versus si on roule dans une voiture ordinaire, une voiture à essence, on fait du 8 litres au 100 km. Si on a un prix d'essence je pense qu'il est à peu près un peu plus bas qu'à Montréal en ce moment, 1,65 cents le litre, ça coûte 14 $ parcourir 100 km. Donc, on parle de 2 $ versus 14 $. Donc, une assez bonne différence. Là. Ouais, le prix de l'essence a augmenté depuis aussi. En tout cas, ouais. Ça va juste continuer à augmenter. Là. C'est sûr que le prix de la recharge publique va être un peu plus cher, mais même là, il y a quand même des économies qui sont faites sur l'essence. C'est ça. Puis, pour revenir à la question en termes de durée, ça ressemble à quoi? Ça va dépendre du type de recharge qu'on utilise. Donc, il y a 2 options qui s'offrent en ce moment aux électromobilistes. Donc, on a une prise de 110 volts. Donc, c'est comme la prise courant à la maison. Qu'on peut presque plugger dans notre prise de laveuse-sécheuse dans le garage. Donc, on peut recharger à peu près entre 3 et 7 heures. Donc, donc ça va nous donner une autonomie de à peu près 85 km. Ce qui est relativement suffisant pour une journée complète. Ça si on se plug entre 4 et 7 heures? On peut recharger en 3 à 7 heures. Le temps que ça prend faire la recharge, c'est 3 à 7 heures. Oui, pas les heures de la journée. Quoi qu'il y a 3 à 7 heures du matin, c'est quand même un bon moment pour se recharger. Tu te lèverais, Eric, pour charger ton char. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend de 3 à 7 heures, ça, j'avais compris, mais après le 85 km, ça, j'ai moins... Ça procure 85 km d'autonomie. C'est ça, donc on peut recharger en 3 à 7 heures environ un véhicule rechargeable qui a une autonomie de moins de 85 km. Donc, ça, c'est pour un véhicule qui a une autonomie plus faible. Après, la plupart des gens vont se procurer des prises de 240 volts. Voilà. Donc ça va demander des options de recharge qui vont nécessiter de l'installation, un électricien qui vient sur place. C'est là qu'il faut s'installer une borne. Ça, c'est l'installation d'une borne. C'est ça, exactement. OK, c'est bon. Désolée du manque. J'ai manqué la prise comme ça, 110 volts, je pense que tu as dit, c'est une prise courante qu'on a à la maison. Là. Exactement. Tandis que là, 240, je pense que tu dis, ça, c'est qu'on vient vraiment installer une borne. Puis c'est ce que la majorité des gens ont là, à domicile. Qui vont faire, puis on peut obtenir une subvention pour ça. Là, ici, c'est une vraie borne de recharge. Donc, le temps de recharge peut dépendre de la grosseur de la batterie, aussi à quel point qu'elle est déchargée. C'est sûr que plus la batterie est grosse et déchargée, plus ça va prendre du temps. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on arrive à la maison du travail en soirée, on la recharge pendant la nuit. C'est 100% sûr que le lendemain, c'est 100% rechargé. Donc, ça peut prendre entre 1 heure et 8 heures selon différents facteurs. Ajoutons à ça aussi la température qu'il fait dehors. Donc, plusieurs facteurs entrent en jeu pour la durée, mais une nuit complète, c'est suffisant. Puis si on a à faire de la route, par exemple, puis on veut s'arrêter dans un dépanneur pour se recharger,
Ça prend combien de temps? Faut-tu prévoir 3 heures ou c'est 1 heure ou une couple de minutes? Donc, la plupart des endroits, ça va être soit des bornes de 240 volts ou il peut aussi, donc des bornes de recharge courante, les plus communes. Sinon, il peut aussi avoir des bornes rapides. Ouais. Donc, ça peut prendre encore moins de temps. Là, je suis pas une experte au niveau du voltage. Non, mais... moi non plus, mais... Tu sais, mettons, je sais qu'avec mon père, un véhicule électrique, on allait à Montréal, mettons, on a fait un arrêt de peut-être 1 heure, puis honnêtement, c'était plus un caprice qu'une obligation, là. Puis on a réussi à aller chercher, sans me rappeler du pourcentage de la batterie, là, un très bon pourcentage de la batterie, de sorte qu'on a pu faire, mettons, l'équivalent justement encore de l'aller-retour Montréal-Québec. Là. Okay. Fait que, pour vrai, justement, ces bornes rapides-là, c'est quand même très bien. En tout cas, du peu d'expérience que j'ai, là, de ce que j'ai pu constater un petit peu, là, le temps de recharge est assez rapide. J'ai même entendu, en faisant des recherches, là, peut-être que je vais changer de chose, ce que j'ai vu, mettons qu'il y a des tests là, je me rappelle pas les chiffres exacts, mais en dedans de 15 minutes, t'as moins d'aller chercher vraiment plusieurs dizaines, voire même peut-être centaines de kilomètres d'autonomie. Puis tu sais, je pense que la technologie va juste s'améliorer. Là. Fait que c'est quand même cool de voir que c'est pas si long que ça. Je pense que comme je parlais, comment je vois, c'est vraiment de changer nos habitudes. On n'est juste pas habitué d'attendre un peu. On est habitué de mettre le gun à gaz dans notre auto, puis ça prend 30 secondes, on repart, tu sais. Ouais. Mais je pense pas que c'est si pire que ça, le temps de recharge en soi, là. Non, puis c'est à quelle fréquence qu'on fait aussi souvent des distances, c'est ça, de plus de 400 km, c'est assez rare. C'est sûr qu'il y a des gens qui, par exemple, quand tu es conducteur de taxi, c'est une autre situation. Ouais. Mais sinon, moindrement que tu as une borne de recharge à la maison, tu t'arrêtes à 2-3 endroits, les chances que tu retrouves une borne sont assez bonnes. Là. Ouais, puis quand tu voyages, à la limite, une pause d'1 heure, tu t'en profites pour faire d'autres choses. Pour Exactement. Tu prends un petit café, pause toilette, un petit bang. Ouais, tu prends un break, puis tu profites de tes vacances. Hein? Ça se fait bien. Puis moi, j'avais une question. J'ai en tête un épisode où il y avait, je pense, des Chevrolet Bolt, puis la batterie pognée en feu. Mais tu sais, moi, m'est venue la question, puis autour de moi, j'en entendais parler. Tu sais, au niveau de la sécurité des véhicules électriques, là, est-ce que ça veut nécessairement dire que les véhicules électriques sont automatiquement moins sécuritaires pour le propriétaire, le conducteur qu'un véhicule à essence? Les véhicules électriques sont aussi sécuritaires. Ils ont, de par leur poids, les batteries qui sont bien positionnées au centre du véhicule, ça fait même que c'est des véhicules qui ont une meilleure tenue de route que les véhicules à essence. C'est sûr que le cas des voitures Bolt a été très médiatisé, mais dans les faits, les incendies de véhicules électriques sont assez rares, même s'ils ont beaucoup d'attention médiatique. En comparaison, les incendies de véhicules à essence ou diesel sont beaucoup plus fréquents. Les risques d'incendie ou d'explosion en cas d'accident ou de collision sont moindres parce qu'un véhicule électrique ne transporte pas de liquide inflammable comme de l'essence. En effet. Par contre, je pense que quand une batterie prend feu... T'es aussi bien de courir parce que... Je sais pas, je l'ai pas vécu, j'espère que je vais jamais le vivre. C'est sûr, il faut savoir que dans le cas des voitures Bolt, c'était vraiment un défaut de fabrication qui était spécifique. Ouais. Puis les modèles ont tous été rappelés, puis ils ont changé de fabricant de batterie, puis ça a été corrigé. Donc, depuis la fameuse affaire, le Bolt Gate, je pense que maintenant, ça va. Bon, c'est rassurant. C'est rassurant. Puis si on parle un petit peu justement de où on s'en va au niveau du Québec, du Canada, c'est quoi les cibles qui ont été établies justement ou les objectifs justement au Québec, au Canada en matière justement d'électrification des transports? Les deux gouvernements, donc Québec et Canada, les deux visent que d'ici 2035, tous les véhicules neufs vendus sur le territoire soient des véhicules électriques. Donc, j'en ai parlé un peu dans le dernier épisode qu'on a fait. Donc, pour y arriver, les deux gouvernements ont mis en place ce qu'on appelle une norme VZE, donc une norme sur la vente des véhicules zéro émission. En fait, c'est que les gouvernements vont exiger que les constructeurs automobiles accumulent un certain nombre de crédits selon le nombre de véhicules électriques qu'ils mettent sur le marché, donc qui sont vendus. Puis à chaque année, les crédits que les constructeurs doivent amasser augmentent de plus en plus jusqu'à temps qu'en 2035, c'est 100% des véhicules qui vendent qui soient électriques. Donc ça, c'est notamment la mesure la plus importante qui est mise en place en ce moment pour atteindre le 100% d'ici 2035. Okay. Puis il doit y avoir des cibles aussi, j'imagine, justement, de développement de l'infrastructure pour recharger les automobiles et tout ça, là, parce qu'il n'y a pas juste l'auto en tant que tel. Mais... De mémoire, c'était dessus, je pense, 2 millions de véhicules électriques aussi sur les routes d'ici 2030. C'est quand même des objectifs ambitieux, là. Mais c'est ça, mais je pense que ça part, il faut se fixer des objectifs justement pour tendre vers là, ultimement, là.
Fait que, mais en tout cas, je pense que justement, le fait de poser ces questions-là, puis démocratiser un petit peu justement à la sécurité, à l'autonomie, je pense que c'est plusieurs questions que les gens se posent, là, et moi le premier. Fait que ça me rassure là, que d'avoir tes réponses aujourd'hui. Là. Non, c'est sûr, comme j'ai peut-être pas mentionné d'entrée de jeu, mais Équiterre, ça fait quand même plusieurs années qu'on a notre campagne qui s'appelle Roulons électrique en collaboration avec le gouvernement du Québec. Puis le but de la campagne, justement, c'est de venir un peu démystifier certains aspects liés aux véhicules électriques, donc l'achat, l'utilisation, l'entretien. Donc, les questions que vous m'avez posées, c'est vraiment des questions qu'on a souvent de la part des consommateurs. Justement, sur notre site web, il y a beaucoup de ces questions se retrouvent avec des réponses encore même plus détaillées que celles que je vous ai fournies aujourd'hui. Puis on a même aussi un guide qu'on produit à chaque année, qu'on vient comparer les différents modèles électriques sur le marché au niveau du prix, de l'autonomie, la durée de vie. Donc, beaucoup d'informations qui s'y trouvent. Fait que si jamais à la maison, pour les auditeurs, vous avez plus de questions, vous voulez plus de détails, Roulons électrique de Équiterre. Exactement, roulonélectrique.ca. Ouais. Okay. Moi, je l'ai utilisé personnellement. Là, pour vrai, c'est ça. Plusieurs questions de base que je me posais, l'information se trouvait. Fait que c'est cool. Là. Pour quelqu'un, mettons, qui veut justement considérer s'acheter un véhicule électrique, là, plusieurs éléments, justement, on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Fait que je trouvais que ça répondait bien à mes questionnements de base, là, du moins. C'est bien d'avoir accès à ça. Puis moi, j'avais une autre question. Fait que là, on a parlé un petit peu des cibles mises en place par le Québec-Canada. Tu m'as parlé du programme VZ2. Mais en termes justement d'aide financière, on a parlé qu'il y a un surcoût, veut pas, à l'achat pour les véhicules électriques. Qu'est-ce qui est en place au niveau justement fédéral, provincial pour aider les consommateurs à se procurer ces véhicules-là? Dans le fond, les deux gouvernements ont un programme de financement pour l'achat de véhicules électriques qui sont en place. Donc, au niveau du Québec, en ce moment, c'est le programme Rouler vert. Donc, pour l'achat d'un véhicule 100% électrique, la subvention au provincial présentement est de 7 000 $ jusqu'à la fin de l'année 2004, puis elle va diminuer progressivement jusqu'à l'abolition du programme en 2027. Il y a aussi des subventions qui sont disponibles pour l'achat, l'installation de bornes de recharge à la maison, mais aussi si on veut acheter un véhicule électrique d'occasion ou même une moto électrique, ou aussi, là, on parle beaucoup de véhicules entièrement électriques, mais également les véhicules hybrides rechargeables qui sont admissibles au programme de subvention. Aux deux programmes? Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi le programme du fédéral, donc il est un peu moins généreux que celui du Québec. Donc, en ce moment, du côté du fédéral, on offre 5 000 $ pour l'achat d'un véhicule 100% électrique neuf. Donc, je pense que c'est juste électrique au fédéral. Donc, en ce moment, si on cumule les deux, c'est quand même 12 000 $ en subvention qu'on peut aller chercher pour un véhicule, sans parler des subventions pour l'installation des bornes. Ouais. Parce que moi, j'avais vu un reportage comme quoi il y a certaines personnes qui achetaient un véhicule électrique, profitaient des subventions, puis le revendaient par la suite, presque au même prix qu'ils l'avaient acheté, mais là, il y avait les subventions. Normalement, t'es supposé de garder ton véhicule 12 mois, je pense, 1 an, là, avant, pour justement, parce que bref, t'es censé l'utiliser. Là. Fait que normalement, t'es supposé respecter le critère que tu maintiens ton véhicule 12 mois. Fait que peut-être qu'il y en a justement qui sont passés entre les mailles du filet, là, mais normalement, tout est en place pour que tu maintiennes la propriété de ton véhicule une certaine période de temps. Là. Okay. Fait que si vous achetez un véhicule électrique neuf, assurez-vous que les subventions s'appliquent, peut-être, là, qu'il n'a pas été acheté par quelqu'un d'autre. Ouais, au préalable. C'est ça, de juste bien lire les conditions là, des différents programmes de subvention, parce que c'est super cool. Là, comme incitatif, justement, ça permet d'inciter les gens à acquérir un véhicule électrique en venant justement amoindrir ce sur quoi l'achat-là. Puis pour quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique neuf, c'est comme je disais, il y a des véhicules d'occasion qui sont admissibles. Par contre, pour que le véhicule d'occasion soit admissible à des subventions, il faut que le véhicule ait jamais reçu de subvention. Ouais, okay. Donc ça veut dire qu'il faut acheter le véhicule d'un... Mais des fois, il y a des concessionnaires qui vont se procurer des véhicules en dehors du Québec. Sinon, ça peut être d'acheter le véhicule à quelqu'un en dehors du Québec. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a aucune subvention qui a déjà été appliquée. Ouais, c'est ça. Okay. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est moins dispendieux que le véhicule neuf, mais tu as quand même une subvention. C'est juste de faire attention, de s'assurer qu'il n'y en a pas déjà eu une. Exactement. Ouais. Eh bien, super. Je pense que ça faisait le tour de nos questions pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie Tremblay. Mais merci. Merci. Bonne journée.